Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je ne vais pas vous parler de science, je vais rester dans la clinique, ça va vous détendre un petit peu. Et je vais vous présenter une initiative qui a été prise à Bordeaux, à la demande de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, d'aider les couples qui avaient des problèmes de troubles de la reproduction, que ce soit de la fertilité, de grossesse pathologique, de malformation, à prendre en considération leurs expositions potentielles à des facteurs de l'environnement pour permettre de supprimer ces facteurs à l'occasion des prochaines étapes de leur vie reproductive. Donc on est vraiment dans une démarche de prévention primaire qui est, à partir de l'expérience de ces personnes, de leur permettre d'aborder les nouvelles grossesses dans de meilleures conditions, puisque la précédente s'était mal passée. Alors, cette initiative a été développée par ma collègue Fleur Delva, et toute la partie mesure des expositions était prise en charge par Raphaël Tesser, qui est un ingénieur sanitaire qui travaille avec nous maintenant depuis 3 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était de prendre en charge, à côté des cliniciens, un certain nombre de pathologies, des troubles de la fertilité, des retards de croissance, des morphétales in utero, des prématurités, des malformations. Donc ça a été codifié avec nos collègues obstétriciens et pédiatres. Et le but était avant tout de faire de la prévention. Et parallèlement, on met en place des études de recherche qui vont démarrer, puisque là, on était dans la phase de mise en place de la collecte de l'information auprès des couples. Alors, je passe très rapidement sur ces diapos, ces 2 diapos, juste pour vous dire que nous ne sommes pas du tout concernés spécifiquement par les perturbateurs endocriniens. Nous prenons en charge l'ensemble des facteurs de risque de la reproduction, et parmi eux, certains peuvent avoir une activité perturbateur endocrinienne, mais ce n'est qu'un des facteurs qui sont pris en compte. Et d'autre part, on va travailler, nous, sur un calendrier qui va dépendre de la pathologie concernée, donc en fertilité ou en début de grossesse ou en fin de grossesse. Et pour le moment, on n'a pas encore travaillé sur le développement des maladies chroniques de l'enfant. Alors, la prise en charge des couples, en fait, elle se fait avec plusieurs étapes. La première étape, ça a été l'établissement d'une liste de facteurs de risque concernant la reproduction, mais uniquement les avérés et présumés, tels qu'on les a évoqués tout à l'heure, et que ce soit des agents chimiques, physiques, biologiques, ou des activités physiques ou des facteurs psychosociaux. Pour ce faire, on a travaillé sur les bases de données existantes et on a pris en particulier toutes les classifications qui rapportaient des éléments de preuve, des niveaux de preuve, mais on les a complétées aussi par des classifications comme par exemple la classification californienne ou la liste prioritaire des PE de l'UE, mais c'est l'ancienne liste prioritaire qui a été établie entre 2000 et 2007. Et à partir de cette combinaison d'informations, on a recréé 3 listes de priorités, listes dites haute priorité, moyenne priorité et basse priorité. Alors voilà ce que ça donne en termes de volume de substances qui ont été balayées. Donc pour la liste qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la première colonne, vous voyez que lorsqu'on fait le recoupement de l'ensemble des bases de données, on retient actuellement environ 450-460 substances, et parmi lesquelles se retrouvent quelques perturbateurs endocriniens. Il n'y en a pas beaucoup, mais je répète qu'on est parti, nous, sur les données un petit peu plus anciennes de l'Union européenne, donc ils n'ont pas encore été réactualisés. En tous les cas, pas dans ce travail. Alors voilà les principaux, les perturbateurs endocriniens qui ont été pris en compte.
Donc vous voyez, ce sont essentiellement des pesticides, des phtalates, et puis des métaux et métalloïdes, et une famille de médicaments qui sont utilisés à des fins thérapeutiques par les professionnels de santé, puisqu'on ne parle pas des effets iatrogènes, on ne parle que des effets environnementaux. Une fois qu'on a fait ce premier travail, qui fait l'objet donc de la constitution d'une base de données, on a reconstitué auprès de chaque couple les événements professionnels et extra-professionnels pendant la phase critique qui nous intéressait en fonction du motif de la consultation. Donc ça pouvait être en préconceptionnel ou ça pouvait être au cours du premier trimestre de la grossesse ou plus tard. Et à partir de ces circonstances, ces événements professionnels, on a identifié ceux qui étaient associés aux facteurs de risque qu'on avait définis préalablement dans l'étude initiale de l'établissement des listes de facteurs. Et donc, grosso modo, on s'est retrouvé à traiter deux grands types de données. L'utilisation de préparations contenant des substances prioritaires, donc à travers soit des informations principalement de produits chimiques commercialisés. Donc là, j'ai mentionné les fiches de données de sécurité, mais aussi on travaille avec la Banque nationale de composition des produits chimiques des centres antipoison. Et par ailleurs, donc, on a identifié aussi ces activités qui génèrent des mélanges ou des produits isolés, mais la plupart du temps ce sont des mélanges, soit par dégradation spontanée des matériaux, soit à l'occasion de procédés comme la soudure, comme le fait d'habiter à proximité d'une parcelle agricole traitée. Et chez nous, c'est assez fréquent en Gironde. Une fois que cette phase était terminée, qu'on avait identifié les circonstances d'exposition, on fait une ordonnance qui est une prescription de prévention dans laquelle on détaille les préconisations destinées à réduire ou supprimer l'exposition à ces facteurs de risque, non pas pour expliquer ce qui vient de se passer, mais pour permettre d'aborder la prochaine grossesse dans de meilleures conditions. Alors, les conseils de prévention concernent beaucoup le milieu professionnel, puisque l'essentiel quand même de nos expositions viennent du milieu professionnel, mais également le milieu extra-professionnel. Donc on a un certain nombre de rubriques qui sont prédéterminées et qui vont nous permettre d'établir nos prescriptions. Et notre infirmière qui participe à l'activité de la consultation va délivrer au niveau des couples des informations qui leur seront utiles en fonction des circonstances d'exposition qu'on a identifiées au cours de l'entretien. Alors voilà en gros comment ça se passe. Les cliniciens nous adressent des patients, on les voit donc en consultation avec donc une équipe médecin et infirmiers, et on établit un certain nombre de rubriques, on répond à un certain nombre de rubriques et qui permettent de déterminer la probabilité d'exposition à des facteurs de risque qui nous intéressent. Cette information, elle est utilisée en rétrospectif dans le système de vigilance, réseau national de vigilance et de prévention et de pathologie professionnelle, qui va bientôt être et environnementale, le RNV3P. Et bien entendu, elles vont servir aux couples à construire leur prévention primaire. Alors, à ce jour, donc, sur Bordeaux, on a vu à peu près 1500 personnes qui représentent 760 couples. Et là, je ne vous présente que les résultats des pathologies de grossesse. Donc, voilà les pathologies qu'on observe le plus fréquemment. Donc, ça va depuis les fausses couches, bien sûr, l'hypertension, le diabète, les ruptures prématurées des membranes. Je parle juste des principales.
les retards de croissance, la prématurité et les malformations, et en particulier les malformations cardiovasculaires. Alors, parmi les facteurs qu'on a identifiés, il ne faut pas oublier quand même les deux facteurs majeurs de la reproduction que sont le tabac et l'alcool. Et vous voyez sur ces diapos que le problème est loin d'être résolu, puisqu'on a encore 16% des femmes qui fument pendant la première partie de leur grossesse, et pareil, qui consomment de l'alcool pendant la première partie de leur grossesse. En ce qui concerne les expositions professionnelles, là, il s'agit essentiellement des femmes donc, qui ont eu des grossesses pathologiques. Donc, toutes ne travaillaient pas. Et sur les 318 qui travaillaient, les trois classes de produits qui ont été retrouvées le plus fréquemment étaient les pesticides, les médicaments et les solvants. Et puis, dans le milieu extra-professionnel, on a retrouvé aussi des circonstances d'exposition, en particulier chez nous en Gironde, la résidence en zone agricole, c'est-à-dire à moins de 500 mètres d'une parcelle traitée. Et pour terminer, ce travail-là que nous faisons à Bordeaux, que nous avons initié à Bordeaux, est fait maintenant de façon parallèle à Marseille, à Rennes et dans la région parisienne, à Créteil et à Fernand-Vidal, avec exactement la même méthodologie, puisque nous partageons les bases de données. Et tous les patients qui sont inclus dans ces consultations sont inclus dans une base de données nationale qui permet de stocker toute cette information. Je vous remercie. Oui, merci Patrick pour cette présentation. Cécile Michel, ANSES, par rapport à deux diapositives précédentes, je voulais savoir s'il y avait une surreprésentation des femmes qui ont eu des défauts de grossesse, de leur exposition par rapport à la population générale, ou est-ce que, de toute façon, majoritairement, on est exposé à des pesticides, des produits cosmétiques, enfin je ne sais plus les trois qui sont ressortis, ou est-ce que celle-ci particulièrement était plus exposée que les autres? Merci. Ok, alors là, clairement, on n'est pas dans du cas témoin. On est dans une série de patients hospitalisés pour des problèmes dont des anomalies de la grossesse. Donc, on a des bases qui nous permettent effectivement d'avoir des informations sur la population générale, mais ce n'est qu'une impression. On n'a absolument pas, à ce stade-là, encore initié la partie cas témoin qui doit venir. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans toutes les régions concernées, nous sommes adossés à nos équipes de recherche. Et pour nous, par exemple, à Bordeaux, c'est l'équipe épicène du centre INSERM 12-19. Et c'est là que, justement, on va travailler à la fois sur le cas témoin et puis, en ce qui concerne Bordeaux, sur deux familles de produits, les pesticides, noblesse oblige, et les particules nanométriques. Bonjour, merci pour cette présentation et pour cette initiative tout à fait pertinente dans le contexte actuel de diminution de la fertilité. Moi, je me posais une question un petit peu décalée. Je me demandais dans quelle mesure, à l'heure actuelle, on est capable de proposer à ces couples infertiles des procédures de PMA, que ce soit de la fertilisation in vitro ou même de l'insémination artificielle. Dans quelle mesure on peut proposer ces procédures dans un contexte que l'on peut garantir sans exposition à des perturbateurs endocriniens au cours de ces procédures. Je pense en particulier aux plastiques médicaux dont certains sont encore composés de phtalate et pour lesquels on n'a pas forcément de substitut, quoi. Alors, je ne répondrai pas directement à votre question. Elle est effectivement absolument intéressante. Bon, moi, je ne m'occupe pas de biologie de la reproduction, donc mes collègues, par contre, ils s'y penchent. En revanche, on travaille surtout, nous, sur la préparation des FIV qui vont être, qui sont déclenchées pour la plupart des couples qui sont vus en fertilité et qu'on espère pouvoir accompagner dans les meilleures conditions. Mais c'est des développements des FIV. Hein. Pour le moment, c'est à ce stade-là que ça se passe. Et par contre, effectivement, on les voit systématiquement. Toutes les demandes de FIV passent par nous.